On voit bien que là, on ne peut pas considérer que le résultat, quel qu'il soit accepté par les perdants. Mmh. Vraisemblablement, les perdants refuseront d'accepter la défaite. Et encore une fois, quels que soient les perdants et quel que soit le vainqueur. Les élections américaines auront lieu demain et au terme de cette campagne, nous allons faire le point justement sur cette campagne et les élections. Et pour en parler ce matin, nous sommes avec André Caspi, professeur André Caspi, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite à la Sorbonne, spécialiste des États-Unis. Vous avez écrit différents ouvrages sur les États-Unis, dont un justement sur les présidents américains. Alors, on va commencer justement par cette campagne qui se termine. Est-ce que cette campagne, et je suppose que vous l'avez suivie de près, est-ce que cette campagne était différente des autres campagnes électorales? Et vous savez, chaque campagne a ses caractéristiques, mais celle-là, je crois, a quand même des caractéristiques particulières. Elle a été très, très vive. Mhm. Je dirais même à la limite très violente entre les deux principaux candidats, c'est-à-dire d'un côté Donald Trump pour les républicains, de l'autre Joe Biden pour les démocrates. Et en ce sens, on peut noter que cette campagne reflète les fractures profondes de la société américaine telle qu'elle existe aujourd'hui. C'est-à-dire que jamais, depuis déjà bien des années, on avait vu de telles différences entre deux Amériques qui s'affrontent pour l'instant devant le suffrage universel et qui pourraient s'affronter également dans la rue ou dans d'autres circonstances. Alors, c'est quoi justement ces deux Amériques? Si on peut résumer très rapidement. Alors vous avez d'un côté une Amérique qui est plutôt urbaine, mais pas uniquement d'ailleurs, mais c'est une Amérique qui est démocrate, et puis de l'autre côté une Amérique profonde, une Amérique républicaine, que l'on retrouve dans certains États du Sud, que l'on retrouve dans d'autres États, mais plutôt en milieu rural. C'est-à-dire qu'au fond, ce sont deux Amériques qui ont cessé de se parler, Mhm. et on se demande jusqu'à quel point elles ont envie de continuer à vivre ensemble. Et c'est pour cela que je trouve que la situation d'aujourd'hui est certainement plus dangereuse qu'elle ne l'était dans les élections précédentes. Un constat un peu difficile que vous faites. Oui, oui, c'est un constat politique, c'est-à-dire qu'au fond, on voit bien que là, on ne peut pas considérer que le résultat, quel qu'il soit accepté par les perdants. Mhm. Vraisemblablement, les perdants refuseront d'accepter la défaite. Et encore une fois, quels que soient les perdants et quel que soit le vainqueur. Alors, André Caspi, je voudrais savoir aussi comment la crise du coronavirus a influencé sur cette campagne. Comment ça va peut-être aussi, si on peut le prévoir, je ne sais pas si c'est possible, sur les résultats de ces Alors, élections. la crise du coronavirus a joué un rôle très important. D'abord parce que le nombre des morts dus au coronavirus aux États-Unis est élevé. Aujourd'hui, c'est de l'ordre de 120 000 morts. C'est beaucoup. Et cela veut dire que les États-Unis affrontent la deuxième vague, comme nous disons en Europe, et Ouais. peut-être même une troisième vague. Alors, on reproche beaucoup à Donald Trump, le président, de n'avoir pas suffisamment combattu cette vague du coronavirus, ce qui fait que le principal argument de Joe Biden et de tous ceux qui s'opposent à Donald Trump, c'est de dire que le président des États-Unis n'a pas su vaincre le virus. Alors, est-ce que cela suffit? Est-ce que c'est exact? Je n'en suis pas tout à fait persuadé parce que jusqu'à maintenant, je ne sais pas quel est le chef politique, quel est le leader qui a réussi à trouver la solution pour arrêter la pandémie. D'autre part, aux États-Unis, il y a une répartition des pouvoirs qui fait que le pouvoir fédéral, le pouvoir du président, est limité par les pouvoirs que détiennent les États et même à l'intérieur des États, les comtés, les districts, les villes. Donc Donald Trump ne peut pas ordonner comment dire, ne peut pas donner des ordres à Mhm. l'ensemble des États-Unis aussi facilement qu'on le fait, par exemple, dans certains pays centralisés d'Europe. Et puis, j'ajouterai un autre point qui me paraît important,
c'est que, évidemment, c'est un peu court d'accuser Donald Trump, mais Donald Trump lui-même a donné des verges pour se faire battre, c'est-à-dire qu'il n'a pas cessé depuis des mois et des mois de dire que cette épidémie n'était pas très dangereuse, que la pandémie allait bientôt cesser, que le virus, c'est ce qu'il disait au départ, ressemble à une petite grippe. Bref, tout cela fait que l'autorité de Donald Trump a été fortement mise en cause et bien entendu, Joe Biden, son concurrent démocrate, en a largement profité. Et on a profité. Alors, est-ce qu'il y a quand même des points dans le bilan de Donald Trump qui sont positifs et qui peuvent lui apporter des voix dans ces élections? Oui, c'est-à-dire que jusqu'au mois de mars 2020, Trump avait une situation très favorable en main. C'est-à-dire qu'il pouvait dire à ses compatriotes, grâce à moi, il y a une reprise économique, la situation est bien meilleure, il y a beaucoup moins de chômage. Bref, tout va bien pour les Américains d'un point de vue matériel. Alors aujourd'hui, ça n'est évidemment plus le cas, puisque la pandémie a détruit cette construction économique, mais d'un autre côté, il y a quand même une reprise économique aujourd'hui aux États-Unis. Ça ne veut pas dire que la situation de novembre est équivalente à la situation de janvier, non. Ouais. Mais d'un autre côté, la situation de novembre est certainement meilleure que ce qu'elle était en avril ou au mois de mai. Alors c'est peut-être un élément qu'il ne faut pas négliger. Et puis, il faut aussi ajouter sans doute que il y a des aspects strictement personnels dans cette concurrence entre Biden et Trump. Biden est quand même un homme qui a plus de 78 ans, qui est accompagné par une candidate à la vice-présidence qui en effet est beaucoup plus jeune que lui. Mais on a l'impression, si vous voulez, qu'entre Biden et Trump, c'est la bataille des septuagénaires, parce que Biden 78 ans, Trump 74 ans, bref, où se trouve cette Amérique de la jeunesse, cette Amérique de la modernité, cette Amérique du renouveau à laquelle nous sommes habitués. Ouais. Alors, autre point aussi très important dans ces élections, c'est la mobilisation qui est très importante, puisque déjà, je crois que plus de 90 millions d'Américains ont voté par correspondance. Alors d'abord, c'est quoi ce vote par correspondance exactement? Alors en effet, ce sont des dispositions qui existent déjà depuis quelque temps, mais qui ont été particulièrement utilisées en 2020. Un électeur américain peut voter par anticipation, c'est-à-dire ou bien en se rendant dans un bureau de vote avant le 3 novembre, ou bien en envoyant son bulletin par la poste, ou bien en déposant son bulletin dans des boîtes qui sont exprès préparées pour cet usage. Alors, l'avantage évidemment de tout cela, c'est que l'électeur n'a pas à faire la queue le jour du scrutin. Et comme le jour du scrutin est fixé depuis 1845, un mardi, c'est-à-dire un jour de travail, faire la queue au moment où il y a un risque de contamination et où l'on risque aussi de perdre des heures de travail, il est évident que cela pousse à voter par anticipation. Alors maintenant, il faut reconnaître d'ailleurs que ceux qui ont voté en personne par anticipation ont dû aussi faire la queue. Mais enfin, tout cela pour vous dire que depuis déjà plusieurs semaines, suivant les États, il y a des électeurs qui ont manifesté leur choix et qui, par conséquent, ne sont plus sensibles aujourd'hui aux arguments de l'un et de l'autre des candidats. Mais cela pose aussi un autre problème, c'est le problème du dépouillement. C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, on doit prendre en compte des bulletins qui sont arrivés en retard à cause de la poste, et jusqu'à quand ? Est-ce qu'on ne doit pas craindre que les bulletins qui sont déposés dans des boîtes spécialement affectées pourraient être éventuellement manipulés par des mains qui ne sont pas innocentes? Bref, tout cela en somme fait que le vote par anticipation est certainement une source de problèmes et vous pouvez être certain que le soir du 3 novembre, c'est-à-dire mardi soir aux États-Unis, quel que soit d'ailleurs le décalage horaire,
nous ne connaîtrons pas les résultats définitifs parce qu'il y aura des recours devant les tribunaux et que vraisemblablement ces recours dureront pour plusieurs semaines Mhm. jusqu'au 8 décembre, puisque le 8 décembre, c'est la date extrême à laquelle il faut absolument que les États transmettent les résultats électoraux. Donc on n'est pas prêt de connaître le nom du prochain président des États-Unis, d'après ce que je comprends de vos propos. Si les résultats sont serrés, non. Si évidemment il y a un raz-de-marée en faveur de l'un ou de l'autre, D'accord. il est évident que les recours auront beaucoup moins d'importance. Mais comme je pense que l'on n'aura pas un raz-de-marée, je peux annoncer sans crainte de me tromper, mais vous savez, il faut se méfier de ceux qui annoncent l'avenir. C'est beaucoup plus facile d'annoncer le passé, mais si vous annoncez l'avenir, il vaut mieux dire que vraisemblablement, il faudra attendre plusieurs jours ou plusieurs semaines pour connaître les résultats définitifs. Merci beaucoup, professeur André Gaspi, d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Qualita pour ces explications sur les élections américaines. Au revoir.